la mort n'est que la mort, si l'amour lui survit, et quand on voit aussi où est-ce qu'il est là, les témoins à charge et la comparaison d'Eros et de Thanatos devant les hommes, c'est quand même un vieux sujet de fond qui traverse votre écriture. Mais avant de répondre à ça, j'ai envie qu'on vous entende. Bon, enfin, quand même en 2 mots, parce qu'il y a là une situation. Le testament de Vanda, c'est Sylvia Berger, qui est sociétaire de comédie française, qui m'avait demandé de lui écrire un monologue. Voilà, j'aime bien écrire aussi pour des comédiens ou des comédiennes. Et elle voulait que j'écrive un monologue qui parle du monde d'aujourd'hui et qui soit, voilà, d'essence tragique plutôt, dramatique et tout ça. Bon, c'est la demande. Après, moi, je me démerde. Et moi, j'avais envie à ce moment-là d'écrire, je ne supportais pas l'idée, et je ne supporte toujours pas l'idée des centres de rétention. Vous comprenez qu'il y a une petite obsession chez moi dans tout ça. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais faire parler une femme en centre de rétention. Et une sorte d'exemple, par exemple, je veux dire, oui, voilà, une femme qui a vécu le grand déracinement, qui est partie, etc., et qui a tout se passé, alors qu'il vient des Balkans, pour moi qui suis la guerre des Balkans, qui arrive ici, et qui est avec un bébé qu'elle appelle Belette, là, et alors elle est dans ce centre de rétention, on l'a coffré, on sait bien qu'on coffre des femmes avec des bébés, tous les jours, il y a encore 3 semaines, bon. Et elle est là avec ce bébé, et elle lui parle. Ensuite, le bébé est endormi, et elle lui raconte tout. Et ça s'appelle Testament de Vanda parce que son testament, c'est de lui raconter toute son histoire. Mais à ce bébé qui dort. Et elle ne lui laissera que 3 cailloux. Et rien d'autre. Et après, elle se suicide, à la fin. Elle se pend, sur place. Bah, c'est pas gay, mais la vie n'est pas gay. C'est pas moi qui suis triste. Alors, on ne partira plus de Belette, fini. D'aller là ou là, et là, à la demande. 31 fois, j'ai compté. Comme on doit compter les battements du cœur avant la rafale. 31 fois, on m'a fouillé, mon sac, mes poches, mon nom, mon visage. Là-bas, ils m'ont fouillé. Mais là-bas, fouiller, c'était soulever la robe et tâter plus que le linge sous la robe. Ici, non, on fouille proprement. C'est pire peut-être, on te fait lever les yeux, faut regarder droit le type dans les yeux. Le type, il a un sourire tout ramassé dans le coin de la bouche, comme une crampe. Faut lever les yeux, juste pour que les yeux du type te trouent les yeux, juste pour que tu les baisses les yeux de douleur. Je me souviens d'un peigné sec, très propre, un jeune dans un uniforme repassé par sa mère, il sentait l'enfant propre, il ne m'a jamais touché, pas d'un doigt, il disait « Regarde-moi putain !» J'ai levé les yeux, il m'a fouillé, 3 minutes, sans me toucher, 3 minutes pleines à fouiller dedans, partout l'ordure, jusqu'à aller même où je suis seul, là, avec Ivo, là où dedans Ivo dort dans mes bras, un vent mort dans mes bras, et j'ai hurlé en dedans. Il a tourné le dos, il a marché, il a dit « Ça va, sac à merde, file ». La dernière fois, 31, c'était ici, hier, pour l'admission. C'était la femme grosse dans l'uniforme. Ni bonne ni mauvaise, fatiguée. Elle a ouvert mes 2 sacs, puis toi, comme un 3e sac. Elle a soupiré, m'a fait vider les poches, puis elle m'a fouillé avec des questions. Une question, c'est parfois pire qu'une main sous la robe. Elle a demandé ton nom, je me suis tu. Tu viens d'où? Je me suis tu. Tu viens des Balkans? Je me suis tu. Tu ne te laves pas? Je me suis tu. Ce marmot, tu l'as fait où? À ça, j'ai répondu en lui crachant à la figure. Elle m'a giflé et je me suis tu. Un extrait de... Un grand merci à Jean-Pierre Siméon pour cette